Rebonjour tout le monde, re-bienvenue officiellement à notre prochain cours de 420 BZO4BB, langage de requête SQL. Aujourd'hui, on va aller regarder comment travailler avec les données à l'intérieur de nos tables. Donc, dans les dernières semaines, puis depuis le début du cours, on travaille sur la création de tables, la création de relations qui nous permettent d'emmagasiner des données, où c'est qu'on a une série de colonnes. Chacune des colonnes peut avoir des types de données qu'on peut mettre à l'intérieur. On peut mettre des contraintes. Les tables entre eux peuvent avoir des associations avec des références, avec leurs clés étrangères. Chacune des tables ont le principe d'une clé primaire qui me permet d'identifier de manière unique les informations à l'intérieur de la table. Mais en ce moment, tout ça, c'était des métadonnées. Donc, le principe de métadonnées, c'est des données qui ne sont pas les données que je veux sauvegarder. Ce n'est pas les données quand, mettons, je veux une liste de clients. La donnée, c'est le nom du client, c'est son numéro de téléphone, c'est son adresse. Ces informations-là, je ne les ai pas encore mis dans ma base de données quand j'ai juste créé les tables. Donc, cette semaine, on va aller voir comment travailler avec la gestion de données. Donc, jusqu'à présent, on travaillait avec la création du schéma ou la définition des données. Là, on va travailler avec la manipulation de données. Donc, on va aller regarder les différentes commandes qui nous permettent de faire de la gestion de données. Puis, on va commencer avec la plus primordiale, qui va être l'insertion de données, l'ajout de différentes données avec la commande insert. Donc, insert me permet de créer des nouvelles lignes dans ma table. Donc, avec les create tables, les choses comme ça, on crée les tables avec les colonnes. Bien là, je vais aller créer des lignes à l'intérieur de ces tables-là, des lignes de données que je vais pouvoir consulter par la suite, que je vais pouvoir sauvegarder, que je vais pouvoir modifier. Donc, le principe encore une fois, on est dans la documentation officielle de Postgres. On va aller voir comment ça fonctionne. On est rendu semi-habitué de lire cette documentation-là. Ça fait plusieurs heures qu'on y travaille. Donc, on se souvient qu'on a les crochets carrés qui me permettent de dire des éléments facultatifs. On a à l'intérieur les trois petits points qui me permettent d'avoir des répétitions. On a les accolades qui me permettent de dire un élément qui est obligatoire dans une habituellement liste d'options qui sont séparées par une barre verticale. Puis on a aussi les éléments qui sont en majuscules représentant une syntaxe directe, donc c'est exactement ça qu'il faut que j'écrive. Ou quand c'est en italique, en gras, c'est soit un mot qui est utilisé par la suite, ou sinon une représentation de quelque chose que toi, tu vas vouloir écrire. Dans ce cas-ci, admettons le nom d'une table. Après ça, dans la description, on a le principe de qu'est-ce que c'est supposé de faire, les différents paramètres, puis habituellement aussi, après tout ça, on va avoir des exemples qui vont nous permettre de facilement comprendre comment utiliser ça de manière générale. Donc, habituellement, les exemples vont la version typique, puis là, ça a d'autres variations pour être capable de dire voici des versions de plus en plus complexes, de plus en plus atypiques. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir insérer, donc on a le insert into, fait que mettons ici, on va revenir dans nos bases de données. On avait différents schémas, on avait un schéma de transport avec lequel on a fait quelques petits ajouts, fait que on peut ici aller chercher une... mettons qu'on va aller en prendre une qui n'a pas de clé étrangère. Qu'est-ce que je peux avoir comme... on a des camions qui a une plaque, puis qui a une capacité. Donc, on a cette table-là dans laquelle on va vouloir aller écrire des informations. Fait que je peux me faire un gentil query tool qui va être à l'intérieur de celle-là. Donc, je vais vouloir utiliser mon insert into.
Je n'ai pas besoin d'avoir ça en majuscule. On veut aller dans cette table-là. On se souvient que c'est dans notre schéma transport. Hein. Donc, les schémas, c'est comme des dossiers. Puis, on peut les utiliser pour diviser ce qu'on a besoin dans notre base de données. Donc, on a commencé. Donc, on avait une partie qui était facultative. Pour l'instant, on ne fait pas trop attention à ça. On a le insert into. On a as avec un alias. Pas obligé de faire trop attention à ça. Des facultatifs, du facultatif. OK. Puis là, après ça, j'ai un élément qui est obligatoire. Fait que là, ici, j'ai l'option de dire default values ou values. Fait que default values, ça serait les valeurs par défaut. Il faudrait qu'il y ait des valeurs par défaut pour toutes. Nous autres, on n'a pas nécessairement cette option-là. Fait que nous, on va aller écrire la deuxième option qui est values. Puis après ça, après values, on a des parenthèses. Fait que on va commencer avec cette partie-là. Fait que je vais le faire sur une autre ligne. On va écrire values. Puis on va avoir des parenthèses. On n'oublie pas, on a un petit point-virgule à la fin pour dire que c'est la fin de cette instruction-là. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de values? On va avoir obligatoirement, OK, une expression ou le mot default. Donc, une expression, habituellement, c'est quelque chose qui va représenter une valeur, ultimement. Donc, ça pourrait être une valeur numérique, un chiffre, une valeur textuelle avec des guillemets simples, qui étant du texte. Donc, on a différentes options pour représenter des expressions. Ou sinon, la valeur par défaut. Mais là, le principe, c'est la valeur par défaut de quoi? Et pour comprendre ça ici, on va aller regarder qu'est-ce qui reste à écrire aussi. On a, après d'avoir eu ça, on a la possibilité d'avoir une virgule suivie du 3 petits points, de répéter les différentes expressions ou de dire default. Fait que là, pour bien comprendre ça, on peut aller voir l'exemple où ça nous dit, si j'insère des valeurs, ce que je veux faire en fait, c'est aller remplir les différentes colonnes de valeurs. Fait que je vais avoir ici autant de valeurs que j'ai de colonnes dans ma table. Fait que si on reprend ce principe-là ici, on a camion qui a 2 colonnes, plaque et capacité. Donc là, c'est à moi d'aller remplir ces 2 colonnes-là. Donc à l'intérieur de values, je vais avoir besoin de 2 informations. Fait qu'une plaque, on peut dire... Donc là, ici, pour la plaque, si on regarde notre plaque, on avait dit que c'était un varchar, un character varying, qui était de 6 caractères. OK, donc je vais ici utiliser une chaîne de caractères qui est délimitée par des guillemets simples. Puis on va quelque chose de même. Puis après ça, on avait une capacité qui était une valeur numérique. On va dire quelque chose de même. Fait que là, quand je vais exécuter ça, cette information-là va être envoyée dans ma base de données. Fait que j'exécute ça. On peut voir ici le insert. OK? Puis on va voir que ça a été avec succès en 72 millisecondes. Là, pour aller voir ce résultat-là, on va voir qu'on a des instructions qui nous permettent de faire la sélection. Là, on ne sait pas trop comment encore. Là. Fait qu'on peut utiliser le menu graphique. Si on fait un clic droit, je peux aller voir le View Data. Puis là, je peux aller demander, donne-moi toutes les lignes que tu as. OK, je peux voir en fait, lui, qu'est-ce qu'il a écrit comme commande. OK, on va le voir plus tard comment écrire ça. Puis là, je peux voir que dans ma table, j'ai la plaque, la capacité, puis c'est les informations que moi, j'ai été écrire. Donc, on a le principe d'ajout d'informations avec le insert into. On a
le nom de la table. Ici, j'utilise un schéma, fait que j'avais mis le préfixe. Puis là, les différentes valeurs. Point intéressant, hein? On avait beaucoup de contraintes qu'on avait établies avec le temps. Ces contraintes-là vont me permettre de valider ou pas l'insertion d'une donnée. Fait que là, j'ai exécuté mon insert into. Qu'est-ce qui arrive si j'essaye de réexécuter le même insert? Fait que ici, je vais repaiser sur mon execute une deuxième fois. Puis là, j'ai une erreur. Ça ne marche plus. J'ai essayé une fois, ça marchait. La deuxième fois, ça ne marche plus. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Ben là, ici, je peux voir que, oh, j'ai une contrainte d'unicité, hein, une contrainte d'élément unique qui est brisée, qui est violée, parce que j'ai la contrainte camion peaky. Hein, donc, dans les contraintes, on peut voir qu'on a le camion peaky qui nous dit que ça faut que ça soit unique. Là, ça nous dit, la plaque 5GG4J3, elle existe déjà. Donc, je ne peux pas rajouter une deuxième valeur qui a la même clé primaire. On avait un deuxième check qu'on avait vu, puis on disait qu'il fallait que ça soit plus grand que 0. Essayons de travailler avec cette contrainte-là aussi. Fait que, mettons que je change la valeur de la plaque, mais que là, je mets une valeur de 0. Hein? Puis moi, j'avais mis qu'il faut que ça soit plus grand ou égal à 0. On va mettre moins 5. Moins 5. Donc, encore une fois, là, j'ai une deuxième contrainte avec cette table-là. Si j'essaye de exécuter l'insertion, j'ai-tu manqué quelque chose? Non? Je pense que j'ai mal tapé sur quelque chose. Donc, on a ici la version négative qui me dit, OK, ben là, ici, j'ai une problématique avec camion capacité check. OK, ça ne marche pas avec ces contraintes-là. Il n'est pas capable de me dire nécessairement c'est quoi, parce que c'est pas juste une contrainte d'unicité, donc il faudrait que j'aille voir c'est quoi spécifiquement. Mais on voit ici que ça ne fonctionne pas. J'ai une question intéressante. Pourquoi est-ce que le moins 534 n'est pas entre guillemets? Donc, le principe ici, c'est que quand j'ai du texte, donc quand j'ai du texte qui pourrait vouloir dire possiblement autre chose, qui pourrait être une partie d'un nom de table, qui pourrait être une partie de la syntaxe, quand c'est purement une donnée pure textuelle, c'est là que j'utilise une chaîne de caractères pour dire non, ça ne fait pas partie de la syntaxe de l'instruction, puisqu'on utilise des lettres pour l'instruction. C'est vraiment juste une donnée textuelle. Mais pour les valeurs numériques, je n'ai pas besoin d'avoir cette approche-là. Donc, le moins 534 n'a pas besoin d'être entre guillemets. C'est une bonne question par rapport à ça. Donc, on a le principe de insert into, puis on a le film, le values, puis on a différentes valeurs. On avait vu aussi, si je retrouve... Si je regarde les adresses, donc on va mettre ça en commentaire parce que on ne veut pas commencer à juste travailler avec. Donc, on avait aussi une autre table d'adresse qui avait un numéro d'adresse, un numéro, une rue, une ville, puis un code postal. Puis là, on avait établi que l'adresse
était généré en tant qu'identité. OK? Puis que ça allait automatiquement gérer cette information-là. Fait que là, la problématique, c'est comment est-ce que je fais pour être capable de ne pas rentrer une information. Hein? Parce qu'habituellement, si je voudrais tout rentrer les informations, j'aurais le insert into, j'ai mon transport adresse. OK, là, j'écris values. Puis là, ici, j'aurais, mettons, genre le ID de l'adresse, le numéro civique, le nom de la rue, fait que bon soleil, la ville, puis le code postal. Mais là, la problématique, c'est que je peux pas aller écrire ça ici. Là. Donc, qu'est-ce que je vais écrire à la place de la valeur qui est là? Si on revient à notre élément, quand je suis en train d'écrire les values, à la place de marquer une expression, je peux écrire le mot default. Hein, donc ici, je peux dire pour la première colonne. Hein, puis là, ici, l'ordre aussi est important. Hein, parce que comment il fait pour savoir que ça, c'est le numéro, puis ça, c'est le nom de la rue, puis ça, c'est la ville, puis ça, c'est le code postal? Ben, c'est l'ordre dans lequel je les ai créés. Donc, il faut aussi comme savoir c'est quoi l'ordre dans lequel on a été créé. On va voir qu'on peut contourner, ou en tout cas travailler avec ça d'une autre manière. Fait que j'ai le insert into, le transport adresse, j'ai les values. Fait que là, quand j'exécute ça, il faudrait que j'écrive values correctement. Puis, on a ici l'insertion de notre adresse. Si je m'en vais voir le contenu de la table, je peux voir que lui a décidé, hein, avec sa séquence générée automatiquement, que ça commençait à 1. Puis si je m'en vais voir sa propriété, je devrais même... ah non, si je m'en vais voir sa séquence, pardon, qui a été créée automatiquement, qui était l'adresse, je devrais être capable de voir que il est rendu à 1. Attends, il faudrait que je pense que je le refresh. Ok, oui, il a fait 1, fait qu'il est rendu à l'autre. Si, admettons, j'essaie d'en rajouter une deuxième fois. Ah oui, là, ici aussi. Attends, on va revenir. On va fermer celle-là pour l'instant. On va revenir ici. Un autre élément intéressant, comme là, j'en ai un avec les informations. Là, si je réessaye de rerouler, de réexécuter ce script-là, je le réexécute, ça fonctionne à nouveau. Puis là, ici, si je refais mon select, quand je refonctionne à nouveau, je vois que c'est les mêmes informations, mais c'est correct parce que la partie importante, on a ici l'élément d'adresse qui travaille avec ça. Donc ici, ça se peut aussi, si vous avez essayé de rajouter la contrainte pour le code postal, hein? Donc il faut faire attention que ça répond à la contrainte que vous avez faite, parce que sinon, ça va bloquer, hein, l'ajout, puis ça vous permet aussi de tester votre contrainte d'ajout de code postal. Donc, le principe ici, c'est que quand on utilise le default, lui, il va aller dans les informations de la création de la table, va voir que le ID adresse, c'est un column identity always, puis lui va automatiquement utiliser la valeur du nextval de la séquence, tout ça de manière automatique. Fait que là, maintenant qu'on en a 2, on devrait possiblement être capable de voir qu'il est rendu à 2.
Donc, on voit que la séquence s'incrémente à chaque fois que je rajoute quelque chose. Par contre, de devoir écrire défaut ou de devoir se souvenir de l'ordre des différentes colonnes, c'est pas la chose la plus conviviale. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les informations des différentes colonnes, puis on va, si on s'entend de voir ici, dans le Insert Into, j'ai le table name, puis j'ai facultativement le nom des colonnes que je veux aller travailler avec. Donc, souvent, qu'est-ce qui va se passer? Après le Insert Into, après le nom de la table, je peux avoir des parenthèses, puis je vais avoir les noms des différentes colonnes. Okay, dans mon script d'insertion, comme ça, j'ai pas besoin de me souvenir c'est quoi les bonnes choses, hein, c'est plus explicite. Donc là, mettons que je change un peu le texte. Parquet. On exécute ça. Puis là, si je regarde le résultat, ça me donne le même résultat, hein, mais j'ai maintenant le nom des colonnes. Puis là, si je décidais de changer le nom de ces colonnes-là en l'ordre, parce que je suis comme, je me souviens plus, il était où l'ID? Peut-être qu'il était au début. Ben là, à ce moment-là, il faut faire attention, hein, parce que l'ordre dans lequel je les insère va devoir aussi être modifié. Donc là, je réexécute ça, ça fonctionne encore. Ça me donne, là, je vais avoir deux fois la même information, parce que j'ai cliqué 2 fois sur le bouton exécuter. Mais l'ordre dans lequel j'ai été écrire les différentes colonnes devient l'ordre dans lequel j'insère les valeurs. Comme ça, je n'ai pas besoin de me souvenir dans quel ordre les colonnes ont été créées. Il faut juste que je sache c'est quoi les colonnes. Il y a aussi un autre élément par rapport à l'insertion des différentes valeurs qui est intéressante. Si j'utilise une valeur par défaut quelque part, je peux omettre la colonne dans la liste. Donc, je sais que l'adresse, c'est quelque chose que je rajoute par défaut. Donc, je peux faire fi de cette information-là, juste prendre les colonnes où je veux rajouter de l'information de manière explicite, puis automatiquement, les autres colonnes vont être remplies avec les valeurs par défaut. Donc, on peut voir ici, ça continue à rajouter des clés artificielles, hein, des clés primaires artificielles avec les différentes informations que j'ai rentrées. Puis là, j'ai juste la partie que moi, je voulais avoir à l'intérieur sans avoir eu à rien faire de plus, comme marquer default ou des choses comme ça. On a aussi une autre possibilité. On peut voir ici que c'est marqué values. On peut voir qu'il y a une parenthèse, hein, puis là, à l'intérieur, on met les différentes colonnes. Mais on peut voir ici qu'on peut répéter cette partie-là. Donc, si on s'en va voir les exemples, on a la possibilité d'avoir plusieurs insertions d'un seul coup à l'intérieur d'une seule instruction, où je vais mettre les différentes colonnes, puis après ça, après values, je vais avoir plusieurs sets de parenthèses, puis ça va insérer plusieurs lignes à la fois. Donc,
pour l'instant, si tu as fait une faute, puis tu veux comme effacer des choses là-dedans, là, on ne sait pas encore comment faire. On va voir ça aujourd'hui. Donc là, on est à rajouter des choses. On va voir comment les mettre à jour ou comment les modifier dans quelques instants. Mais pour l'instant, ça te fait juste une ligne de plus qui est un peu tout croche. Fait que si on reprend ça, puis on dit, mettons, 777, chance. J'ai oublié de mettre une virgule. Juste démontrer ça ici. Donc, on a... j'ai pas besoin de marquer values deux fois. On va mettre... Et voilà. Donc, on a l'insert, le nom des colonnes, values, puis après ça, plusieurs sets de parenthèses. Puis ça nous permet de rajouter les différents éléments. J'ai une question intéressante ici sur les... Puis ça, c'est là qu'on s'en est. Sur l'utilisation de clés étrangères. Donc, on avait le principe de une autre table, hein, qui était notre table de client, qui, elle aussi, avait un ID qui était automatiquement généré, mais on avait aussi une adresse, OK, qui était une contrainte de clé étrangère. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai besoin de créer un client? Ben là, je sais que je peux mettre le nom des colonnes, je sais que j'ai pas besoin de mettre le ID du client parce qu'il va automatiquement être géré avec le Generated Always as Identity. Mais la référence, c'est moi qu'il faut qu'il la mette. Donc là, je vais pouvoir faire values, puis là, je vais pouvoir dire le nom, le prénom, ça va être Loblanc. Le numéro de téléphone. Puis là, il faut que je rajoute l'ID de l'adresse qui a rapport. Fait que là, il faut comme, pour l'instant, OK, il faut comme que je sache c'est quoi les valeurs possibles. Fait que maintenant ici, je pourrais dire que c'est l'adresse 3, hein, parce que c'est le numéro qui vient avec. On va mettre ça en commentaire pour l'instant. Donc, si j'exécute ça, je peux voir que dans le client, ça l'a réussi. Si je fais un visionnement des données, je peux voir ici que j'ai le ID qui a été généré, puis le ID de référence qui a été utilisé automatiquement. Je peux, là, ici, il y a la contrainte aussi qui existe quand même. Si j'essaie de rentrer quelque chose qui n'a pas d'allure, hein, où c'est que j'utilise, mettons, la référence de l'adresse 20, mais l'adresse 20, hein, quand je regarde dans ma table d'adresse, il n'y a pas d'adresse 20. Elle n'existe pas. Fait que si j'utilise une valeur qui n'existe pas, ça va me dire, hey, ça ne marche pas, ta contrainte de clé étrangère avec l'adresse 20 n'est pas présent dans la table adresse. Ça ne fonctionne pas ce que tu as essayé de faire. Là, pour l'instant, on a une valeur directement. OK? Donc, il faut comme aller chercher nous-mêmes. Là. On va voir, si on retourne voir dans les options, ici, qu'on peut avoir une expression, puis on peut avoir aussi ce qu'on appelle un query.
okay, qui va me permettre d'aller sélectionner des informations. Ici, le principe du query, si on s'en va voir c'est quoi, c'est un select. Là, la problématique, c'est qu'on ne sait pas encore c'est quoi des selects. C'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie du cours. Fait que va falloir attendre un petit peu avant de voir comment être capable d'insérer des choses de manière plus dynamique. Hein, parce que si, admettons, je sais que Bob Lobla, il est à l'adresse qui a le J342P6 comme code postal, ben peut-être que je peux comme commencer à essayer d'aller chercher l'information puis de l'insérer de manière dynamique. Pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là. On n'a pas assez d'outils dans notre coffre à outils pour être capable de travailler avec ça. Fait que quand on insère des clés étrangères, c'est à nous de comme aller chercher le nombre qui vient avec pour être capable de travailler avec celui-ci. On voit aussi que il y a d'autres parties de query. Donc, à chaque fois qu'on voit des queries en ce moment, c'est des choses qu'on n'a comme pas encore accès parce qu'on ne sait pas faire des requêtes. C'est des selects. Donc, on les met de côté, puis on va y revenir quand on va être conscient de c'est quoi un select, puis on va voir toutes ces possibilités qui viennent avec. Je pense que c'est pas pire ça pour l'instant. Avec le insert. Yes. Yes. Excellent. Fait que le insert me permet d'ajouter des données dans une table, soit avec une nouvelle insertion ou avec l'insertion de plusieurs lignes. Je peux sélectionner et je vais habituellement sélectionner les différentes colonnes que je veux spécifier comme étant des données à rajouter. Les colonnes que je ne spécifie pas vont être traitées par défaut, hein, vont prendre la valeur par défaut. C'est habituellement le cas pour les clés primaires artificielles qu'on aurait créées avec la table. Et que ça nous apporte à notre première petite pause. On va se prendre 12 minutes pour arriver pile à l'heure. Puis on revient à 14 heures pour aller regarder les autres instructions, les autres commandes qui me permettent de modifier ou supprimer les données existantes dans la table. Fait que on se revoit dans 12 minutes. On est de retour. Donc, on va commencer avec une question. Premièrement, il y a quelqu'un qui demande pour utiliser des expressions. Hein, donc, dans la documentation, ça nous dit qu'on peut utiliser une expression ici, qu'on va pouvoir établir ici. Est-ce qu'il y a le principe de variable, de calcul, comme des choses qu'on peut utiliser en programmation? Donc, la réponse est oui. Le principe d'expression reste le même en tant que programmation, fait que ça peut être des valeurs que tu utilises des fonctions, que tu utilises des opérations arithmétiques dessus. C'est des choses qu'on va plus pratiquer avec le select, donc je vais rester quand même, je ne vais pas aller trop dans les détails pour l'instant, mais le principe c'est qu'on peut utiliser n'importe quoi qui est le principe d'expression informatique, donc le principe le terme généralisé d'une expression, c'est quelque chose que l'ordinateur peut calculer qui va me donner une valeur finale. On m'a demandé aussi de revenir sur le dernier exemple que j'avais fait avec une valeur de clé étrangère qui était erronée. Donc, on avait travaillé sur l'ajout de différentes valeurs. Donc, on avait commencé avec l'ajout dans ma table d'adresses. Donc, on peut voir ici que j'avais rajouté 7 différentes adresses qui me permettaient d'avoir des numéros, des noms, des rues, des codes postales différents ou pas. Hein, parce que la seule information qui était unique et identifiante, c'était le numéro d'identification, le ID, le Identification Number, la clé primaire, le PK, le Primary Key, qui était cette colonne-là. Ensuite, on voulait faire référence à cette table-là. Donc, on avait une deuxième table, une table client,
dans laquelle on avait rajouté des informations, puis une de ces informations-là, c'était l'ID d'une adresse. Donc, ce client-là va faire référence à l'adresse numéro 3. Hein? Puis avec l'adresse numéro 3, c'est là qu'on va pouvoir savoir que OK, c'est 235 parquet à Montréal, J4K, 4J2. Donc, c'est avec le fait qu'il a utilisé un numéro d'identification d'une autre table. Fait que ici, pour prouver le principe de contrainte, le principe de la base de données travaille pour que tu ne mettes pas des choses qui sont erronées, des choses qui brisent l'intégrité de la table. J'ai fait un exemple où j'essayais d'ajouter un autre client, mais avec une adresse, pour essayer de rajouter quelque chose avec une adresse numéro 20, une adresse avec l'ID 20. Mais là, la problématique, c'est que cette adresse-là, elle n'existe pas en ce moment. Et que ça fait en sorte que quand j'essaye de faire cette opération-là, ça ne me le permet pas. Parce que ça me dit « Hey, tu essayes de rajouter quelque chose dans le client qui essaye de rajouter quelque chose qui est une clé étrangère. Puis cette clé étrangère-là, la clé étrangère 20, le ID adresse 20, elle n'existe pas dans adresse. Fait que je ne suis pas capable de faire le lien, je ne suis pas capable de créer ce lien-là. Donc, je n'ai pas été capable de faire l'insertion que tu m'as demandé quand tu as utilisé le Insert Into avec une clé étrangère qui n'existait pas, qui pointait sur rien en ce moment. Peut-être plus tard, l'adresse va exister, mais en ce moment, elle n'existe pas. Fait qu'il n'est pas capable de faire le lien, fait qu'il te bloque la transaction. Laisse-moi savoir si ça répond à la compréhension. Excellent. Donc, on va être capable d'aller regarder une autre opération. Donc, on est capable de faire des insertions. Voyons voir comment est-ce qu'on peut travailler sur la modification ou la suppression de ces différentes informations. Fait que celle qui est la plus facile à travailler avec, ça va être le truncate. Donc, pour être capable de faire ça, par exemple, on va faire quelques autres petits ajouts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça plusieurs fois, juste pour qu'on aille. Ici, j'ai juste fait plusieurs fois l'exécution. C'est plusieurs fois comme la même valeur, puis on peut voir ici que le ID augmente. Là. Puis, on a un élément intéressant aussi. Si on regarde, le ID a jumpé de 1 à 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pourquoi ça a jumpé de 1 à 4? Je vous laisse vous remuer les méninges un petit peu. Le principe ici, c'est que je viens d'essayer des opérations avec le 20, là, quand c'était 20, qui étaient erronées. Mais le principe, c'est qu'il y a certaines actions qui vont quand même activer quelque chose. Fait que lui, quand il essayait de l'insérer, il était comme, OK, ben, je vais aller chercher la prochaine valeur dans la séquence. Puis là, j'essaie, puis là, oh shit, plus tard, il est comme, oh fuck, le 20, il fait en sorte que ça fonctionne pas. Mais il avait comme déjà été chercher son petit ticket pour le prochain numéro. Fait que le principe ici, c'est que même si l'exécution n'a pas réussi, il avait quand même pris le prochain numéro, puis ce numéro-là, il est comme brûlé, il veut pas le réutiliser au cas où que ça revienne. Fait qu'on peut voir ici qu'il a fait des sauts dans la liste, mais c'est pas une problématique en tant que telle, parce que les clés primaires, leur but, c'est pas nécessairement d'être une série séquentielle continue. Hein? Le but des clés primaires, c'est d'être une information identifiante, donc qui n'a pas de doublon, qui est une manière unique. Donc, le numéro réservé qui n'a pas été utilisé, c'est pas grave. Il fait juste continuer normalement. C'est pas une vraie problématique.
On va aller voir comment est-ce qu'on fait pour enlever des informations de la table. Donc, là, ici, il faut faire attention parce qu'on avait déjà vu le drop qui me permet de... ben là, c'est pas le drop database. Moi, je veux le drop table. On avait déjà vu le drop table qui enlève une table. Donc, ça, c'est pas mal plus permanent. Là, hein? Ça enlève la table au complet, incluant ses colonnes, incluant ses contraintes, incluant tout le schéma qu'on avait designé auparavant. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'un petit peu plus... qui ne touchera pas au schéma, qui va seulement toucher aux données. Fait que pour ça, on a la commande truncate. Donc, truncate, c'est une version rapide et conviviale de enlever toutes les lignes d'une table. On va voir ici le truncate, on a le nom de la table, puis après ça, on a l'élément qui vient avec. Fait que mettons ici, je me suis trompé, puis là, j'ai comme fait, oh shit, j'ai cliqué pas une fois sur le bouton run. Je veux juste cleaner ça, puis revenir à 9. Je peux. Donc, le truncate a juste besoin du truncate, puis seulement le nom de la table. On peut avoir plusieurs tables, si on veut. Puis, on a aussi une option qui est le Restart Identity ou le Continue Identity. On peut voir ici le Restart Identity, c'est repart la séquence d'identité. Hein? Parce que là, le principe, c'est que si j'enlève tous les clients, cette colonne-là, là, si j'essaie d'en réinsérer un, si je fais rien de spécial, hein, le prochain, ça va être 8. Mais là, je peux lui dire, hey, je sais que tu utilises ça, puis que tu as un numéro de séquence hein, qui me permet d'être réservé. Repars-le à la valeur initiale en même temps que je fais le truncate pour être capable de comme plus facilement retravailler avec. Fait que ici, je peux faire, puis si on regarde, le Continue Identity, ok, ça ne change rien. Si je marque rien, c'est comme si j'avais marqué Continue Identity. Fait que si je veux repartir les choses, je peux faire le Restart Identity. Fait que j'essaie ça. Puis là, ici, on a blablabla. Mes clients. Ouais, mais ça devrait pas être un problème. Il devrait juste me laisser dans l'autre sens. Blablabla. Là, ici, y a-tu... Ok. Attends, j'ai-tu mis une virgule? Non. Je sais pas pourquoi il essayait de toucher la table transport en ce moment-là. Fait que là, ici, si je refais mon... Ah non, il a juste pas rien fait. Transport, client, ça c'est correct. Si je refais pas... Blablabla. Bon, puis on peut faire les deux, hein.
juste pour le principe de la chose. On reverra on avait vu le principe du cascade. Donc, quand on a l'autre option, quand on a une problématique de justement référencement comme ça, on peut utiliser le principe de s'il y a des liens, je peux utiliser le cascade qui va faire toutes les truncates sur toutes les tables qui viennent avec ça. Donc, ici, mettons qu'on le fait pour... on va remettre le Restart Identity. Et on va faire la cascade. Fait que là, on a réussi à faire le truncate table. Fait que notre liste de clients devrait être vide. Puis si on regarde adresse, OK, on a été correct par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas de lien dans l'autre sens. OK. Puis là, à partir de là, si je rajoute un nouveau client, je le rajoute, je réexécute, puis là, je peux voir que le client est revenu, j'ai le lien, puis à partir de là, j'ai le ID qui vient avec. Ben, pardon, pas qui vient avec, mais qui a été reparti à 9 à cause de mon Restart Identity de tantôt. Fait que le truncate, c'est assez simple, ça fait juste enlever la table, toutes les lignes de la table. C'est en fait une version d'un delete qu'on va voir dans quelques instants comme ouvert, qui va tout aller chercher automatiquement. Parlant du delete, qu'est-ce qui arrive si je veux pas détruire toutes les lignes de la table, mais je veux aller en chercher un spécifique ou plusieurs spécifiques? Donc, on va avoir la commande delete. Qui me permet d'aller travailler avec cette information-là. Donc, le delete va me permettre de détruire des lignes. Donc, c'est des données. Hein, ça ne détruit pas le schéma, ça ne détruit pas des colonnes. Ça va détruire une ligne ou des lignes d'une table. Fait que le principe du delete, c'est tu delete from, puis là, tu donnes le nom de la table. Puis là, on a des options. Si tu ne donnes pas d'options, ça va enlever toutes les lignes de la table. Ça le dit ici. Donc, delete, ça supprime des lignes qui va utiliser une clause where. On va le voir dans quelques instants. Si c'est absent, ben, ça va détruire toutes les lignes. Donc, en passant ici, ça dit truncate. Ça me permet d'enlever toutes les lignes de manière plus efficace. Donc, le principe ici, c'est qu'il y a des mécanismes derrière là, pour faire en sorte qu'il y en a un qui est plus rapide qu'un autre. Mais le principe, c'est qu'habituellement, le delete va avoir une condition qui va me permettre de sélectionner juste les lignes de la table que moi je veux. Fait que si on s'en va voir, on va ici avoir le delete, le from, le fim, puis là après ça, on va avoir un where qui va être ensuite ce qu'on appelle une condition ou une expression conditionnelle ou une expression booléenne. Fait que si on essaye ça. Donc, je vais aller dans ma table d'adresse. Et admettons ici, j'aimerais ça enlever celui-là ici. Okay? Je sais que le ID adresse, c'est 4. Fait que je vais pouvoir faire mon delete. Je vais pouvoir dire de quelle table je veux déliter les choses. From transport.adresse. Puis,
Là, si j'arrête là, hein, ça va juste tout déliter. C'est pas ça que je veux. Donc, delete from, le nom de la table. Je vais avoir un where avec une condition. Donc, je vais avoir un where, puis je vais avoir une condition. Donc, le principe de condition, c'est quelque chose d'extrêmement large que nous, on va aller regarder très en détail quand on va aller voir la sélection hein, avec le select dans notre deuxième partie du cours. Pour l'instant, on va aller regarder des comparaisons directes pour être capable de travailler un peu avec ça. Donc, le where me permet d'aller faire des comparaisons. Habituellement, tu sais, quelque chose est égal à quelque chose ou quelque chose est différent de quelque chose. Donc, on peut aller ici. Aller voir les opérateurs de comparaison. Ici, j'ai une question. Est-ce que le truncate en cascade va aller automatiquement effacer les lignes dans les tables en lien? Donc, avec le cascade, c'est exactement ça qui va se passer. Fait que le principe ici, c'est, admettons que je délite celle-là ici. Là. Puis là, ça va me dire, ouais, c'est en lien avec des choses. Ben attends, on va essayer de faire pour bien voir ce résultat-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer 4. Je vais couper ça pour l'instant. Je vais rouler ça. Puis, je vais aller... On va répondre à ta question avec qu'est-ce qui va se passer ici. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait qu'on va aller juste regarder avant les opérateurs de comparaison. Donc, le principe ici, c'est que je peux utiliser les symboles mathématiques plus petits, plus petit ou égal, plus grand ou égal ou différent de. Il y a 2 types de différents de. Pour être capable d'aller chercher une condition spécifique. OK, donc dans ce cas-ci, moi je dis, je veux aller détruire hein, la table qui a l'ID 4 à l'intérieur. Si toi t'es correct. Fait que je reviens ici, puis là, je vais dire, je veux que le ID adresse soit égal à 4. Donc, celui-là, où j'ai cette condition-là, je veux que ça aille le déliter. On va remettre ça en commentaire. Donc, quand j'essaie de faire ça, je peux voir que ça ne fonctionne pas. OK? Parce que le update va briser la contrainte. Parce que ça dit, OK, ben là, la problématique, c'est que si j'ai l'ID 4, cette ID 4, là ici, si tu l'enlèves, ça va briser la cohérence avec cette table-là ici. Là. Parce que là, le 4, il va pointer sur rien. Fait que quand j'utilise le truncate, quand j'utilise le truncate ou quand j'utilise le cascade en général, hein, que ce soit avec le drop table ou que ce soit avec le truncate, le principe de cascade, c'est que l'opération cascade sur les autres. Fait que si je fais truncate, tu sais qu'il y avait une information, ça va faire truncate sur l'autre table aussi au complet. Donc, c'est pas juste effacer les lignes, ça va effacer comme toutes les tables qui ont un lien avec pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique. C'est ça, en fait, tantôt, l'erreur qu'on avait, là. La table transport a une contrainte sur le client. Fait que quand j'ai essayé d'effacer client, il était comme, ben, si j'efface client, il va falloir que je fasse transport aussi. Là, j'étais comme, c'est correct, on n'a pas touché à transport, fait que ça ne me dérangeait pas de le truncater aussi. Mais effectivement, le truncate va avoir avec le cascade, hein, c'est que l'impact se cascade sur plusieurs autres tables possiblement. On ne doit pas faire cascade comme première option nécessairement,
Hein, il faut y penser, voir est-ce que ça a des implications importantes ou des choses comme ça. Donc là, on peut voir qu'avec le delete, on n'a pas d'option de cascade. Il n'y en a juste pas. Fait que si j'ai besoin d'effacer quelque chose, ben là, ça va être à moi d'aller travailler puis d'être capable d'aller chercher les autres éléments qui y font référence, aller supprimer ceux-là, être capable de revenir puis de travailler avec. Donc, en passant aussi, quand on est dans l'environnement, dans l'interface, là, nous autres, on utilise juste les SQL pour comprendre qu'est-ce que ça fonctionne. Ah, mais un peu comme on avait vu avec la création de tables, on est capable d'avoir des options de l'interface. C'est le même principe avec la suppression. Je peux aller dire, OK, ben, dans ma table de client, j'avais celui-là qui était problématique. Je peux le sélectionner, puis là, dire delete cette affaire-là, puis là, fais les changements. Et à partir de là, il a délité la chose. Et là, si moi je fais le delete manuellement, je peux voir que le delete a fonctionné. Si je retourne voir dans mes adresses, je peux voir que celle qu'il y a le ID adresse 4, faire attention, hein, puisque tu as des numéros de ligne, ça n'a pas rapport. Tu as les différentes clés primaires, c'est ça qui est important. Donc, le 4 est maintenant disparu. Puis, c'était pas un problème parce qu'on n'avait plus de lien vers d'autres informations. Si je réessaye de faire cette opération-là, je peux voir que juste avant ça, je peux voir le message c'était delete 1. Si je refais le delete fonctionne quand même. OK? Parce que le principe du delete, c'est il va prendre tous ceux qui répondaient à ça. S'il y en a un, il y en a un. S'il y en a 10, il y en a 10. S'il y en a 0, il y en a 0. Fait que le delete, lui, va me dire j'ai délité combien de lignes. Avec le ID, c'est pas mal certain qu'il va juste en avoir un, mais des fois, je pourrais dire ouais, je ne desserre plus Montréal. Fait que je veux que toutes les adresses de Montréal disparaissent. Fait que là, je change ma comparaison. Je dis ceux dont la ville, OK, est Montréal, on va tout effacer ça. Donc, quand j'exécute ça, on va aller ici, j'ai l'autre qui cause problème. On va déliter celle-là aussi. Fait que là, ici, je reviens. Je vais déliter tous ceux qui ont Montréal. Puis là, je peux voir ici que ça a délité 5 lignes. Je retourne voir mes adresses. Ben, il y a juste l'adresse qui était à Québec qui est restée. Donc, j'ai une question qui demande est-ce qu'on doit écrire un script pour effacer un enregistrement? Ben, le principe, c'est pas nécessairement. Le principe, on peut avoir le query tool qui va prendre ton instruction puis exécuter ton instruction directement. OK? On va voir aussi que, pas dans ce cours-ci, là, mais dans votre prochain cours où c'est que vous allez avoir le scripting de base de données SQL, vous allez voir que, mettons, des opérations de maintenance, des opérations à travers une application peuvent aussi effacer des enregistrements. Donc, oui, tu peux le faire par un script, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une de plusieurs manières d'effacer des enregistrements. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou s'il y a une question sous-jacente. Je te laisse écrire dans le chat si c'est le cas ou pas. Parfait. Ça va bien. Donc, il nous reste... Donc, on a le principe du delete qui nous permet de enlever différents éléments. Donc, on a le delete from, on a le table name, on aurait pu avoir des alias, on a le where. Pour l'instant, le using puis le returning ainsi que le query, on ne les regardera pas. On n'a comme pas assez de connaissances
pour être capable d'utiliser ça correctement pour l'instant. On est capable de faire des deletes avec le nom, avec une condition, puis c'est ce qu'on a besoin pour l'instant. On est capable d'insérer des choses, on est capable de supprimer des choses. Il va nous rester une troisième opération qui va être de mettre à jour des choses déjà existantes. Donc, on va avoir le update qui va me permettre de sélectionner des lignes comme le delete, mais à place de supprimer ces différentes lignes-là, il va venir mettre à jour une colonne ou mettre à jour une information dans les lignes sélectionnées. Donc, si on regarde, on a le update. Encore une fois, il y a des parties qu'on ne verra pas avec les queries, mais on a le update, on a le table name. Après ça, on va avoir un set. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va modifier comme information. On va y revenir dans un instant. Mais après ça, on a les mêmes éléments que le delete. Hein, parce que c'est le même principe de je recherche quelque chose. C'est juste que l'action que je vais prendre après la recherche est différente. Donc, dans le cas du delete, ça le supprime. Dans le cas du update, ça va mettre à jour la ligne. Donc, je peux faire le update, puis on peut avoir un where avec la condition pour être capable de travailler avec ça. Donc, on va remettre ici. On va continuer, on va se faire plus de lignes, que ce soit dans le milieu. Et on va commencer avec le principe du update. On va avoir un where, puis on va dire ville. Et là, il va manquer le set, qu'on ne sait pas c'est quoi. Fait que là, le principe, c'est si je reprends mon exemple de ma ville de Québec, puis attends, on va se faire un petit peu plus de stock le fun. On va se rajouter un petit peu plus d'informations. Et voilà, OK. OK. Fait que là, on a notre base de données, on a des informations à l'intérieur, puis admettons ici à l'intérieur, la ville de Québec a décidé de se renommer pour la ville de Québec, avec des A à place des E. Fait que je veux aller sélectionner tous ceux qui ont la ville de Québec et renommer les informations à l'intérieur de cette colonne-là. Donc, ce que je peux faire, j'utilise update. J'ai le where avec la condition, ou le where avec la condition où c'est que ça dit c'est la ville de Québec. Puis là, il va falloir que je set quelque chose. Donc là, ici, je regarde comment ça fonctionne. Le set, j'ai des accolades, donc je dois choisir une de ces options-là. Puis je peux voir qu'une des options, c'est le nom de la colonne est égal à une expression ou la valeur par défaut. Donc je peux juste écrire le nom de la colonne égale la nouvelle information, puis cette information-là va être modifiée. Donc je peux ici dire, je veux que ville devienne Québec. Québec. Comme ça. Fait que quand je vais exécuter ça, ça va regarder les lignes qui ont la ville de Québec et va être renommé à Québec. Exécute ça. Oups. Il n'y a pas de from. Et voilà. Fait que, encore une fois, je peux voir que le update va me dire il y a eu combien de lignes qui ont été affectées
Donc, on voit ici qu'il y avait 2 lignes qui ont été affectées. Si je m'en vais voir dans ma table, je peux voir ici que maintenant, les 2 informations ont été modifiées. J'ai maintenant Québec à la place de Québec. Puis, si j'essaie de réexécuter l'instruction, je peux voir que ça réussit, là. OK? C'est juste que, puisqu'il n'y a plus aucune des lignes qui répond à la condition, il n'y a plus aucune ligne qui a été modifiée, il n'y a plus aucune ligne qui a eu la modification demandée par rapport à qu'est-ce qu'on avait. Donc, on a le principe d'update qui me permet de sélectionner les lignes que je veux, puis être capable d'aller travailler avec ces différentes informations-là. Donc, sur chacune des lignes, on applique cette transformation-là pour aller mettre à jour les différentes valeurs de la table. Parfait. Donc, il existe un principe quand on travaille avec les bases de données, qui est le principe de transaction. Donc, on a vu que on a plein de contraintes, on a des affaires qui ont besoin d'avoir telle valeur, des affaires qu'il faut qu'ils soient uniques, des affaires qui faut qu'ils agissent avec des références, et ainsi de suite. Des fois, ça devient compliqué de commencer à insérer les choses dans le bon ordre ou insérer comme toutes les bonnes affaires. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est être capable de prendre plusieurs instructions, hein, puis de dire, OK, ben là, je vais en faire un paquet d'instructions, là. Check pas trop pendant que je suis en train de les faire. Puis, à la fin de tout ça, fais une action qui dit, OK, ben tout est correct. Puis là, c'est le temps de dire, OK, ben j'ai fini de travailler avec cette partie-là. Donc, quand on parle d'une transaction, OK, c'est le principe d'avoir plusieurs instructions qui devient comme une espèce de bloc monolithique qui va être capable de dire, ben, soit que je les réussis toutes comme étant un seul ensemble, ou sinon, s'il y a un des éléments qui ne fonctionne pas, reviens à avant la transaction pour s'assurer qu'on n'a pas eu de problème. Donc, on a le principe de transaction, qui est une série de plusieurs instructions. Puis, le principe, c'est que la transaction va dire, on dit que la transaction est atomique. Ça veut dire que soit que je réussis toutes les instructions de la première à la dernière, ou sinon, si dans le milieu, il y a eu une erreur, il va être capable de revenir, okay, ce qu'on appelle un rollback, à l'état initial avant le début de cette transaction-là. Par défaut, à chaque fois que je faisais une instruction, il y avait une transaction qui se faisait. C'est juste que c'était une transaction d'une seule instruction. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut avoir plusieurs instructions ensemble qui vont être exécutées, okay, d'un bout à l'autre. Pour être capable de voir ça, on va aller regarder quelques petites commandes. En commençant avec le begin. Donc, par défaut, en ce moment, quand on travaille avec les différentes instructions, quand on paye sur le play, là, on peut voir qu'on a des boutons, okay, qui est auto-commit puis auto-rollback on error, qu'on n'avait pas vraiment regardé auparavant, là, mais qui vont avoir des implications sur qu'est-ce qu'on va regarder avec le principe de transaction. Donc, on a le begin, puis après ça, on va avoir un mode de transaction, okay, qui va être un de ceux-là. On va aller regarder ces éléments-là dans un petit instant. On va juste parler du principe de transaction en premier. Donc, le principe, c'est on a le begin, puis toutes les différentes instructions vont être exécutées, après un begin, vont être exécutées à l'intérieur d'un seul bloc, d'une seule transaction, jusqu'à temps que j'aille
une autre instruction qui est une instruction de commit. Donc, si je regarde le commit, ça va être de faire l'instruction, que tous les changements deviennent sauvegardés de manière permanente dans la base de données. Ou sinon, je peux faire un rollback qui va faire canceller l'opération courante. Donc, le principe, c'est que quand j'écris begin, ça me met comme dans un bloc, puis là, je peux commencer à faire plein de choses. Puis là, si je me rends compte qu'il y a un problème, je peux faire rollback pour revenir en arrière. Ou quand je me rends compte que tout est beau, je peux faire un commit pour être capable de solidifier, OK, le bloc de transactions que je suis en train de faire. Fait que c'est comme si ça me crée comme une espèce de mini-environnement là, qui est juste à moi, où c'est que moi, je peux aller faire des choses. Puis quand je suis prêt à ce que ça devienne disponible pour le restant de la base de données, pour toutes les autres personnes qui sont connectées, je peux faire le commit. Si je me rends compte qu'il y a eu une faute, je peux faire le rollback. C'est comme ça que ça fonctionne. On a ensuite ici, dans le begin. Fait que quand j'écris ça, je peux commencer avec OK, le begin. Puis là, ça me dit OK, t'es dans le begin, on est en train d'attendre d'autres instructions. Fait que là, ici, je peux commencer à écrire OK, différentes choses, exécuter différentes possibilités. Donc, je peux essayer de insérer oups, je vais mettre ça. Ah, ouais, ok. Là, ici, je l'avais dessus coché, ouais. Fait que là, ici, tu vois, il y a une erreur. Puis là, il est comme, ah ouais, là, une erreur, on n'aime pas ça, nous autres, là. Fait que là, tu dois arrêter le bloc. Puis là, c'est comme, ok, j'ai fait plein de choses. Fait que si il y a des choses que j'ai pas aimées, j'ai eu une erreur, je peux faire un rollback. Puis là, quand j'ai fait le rollback, toutes les opérations que j'ai faites, c'est comme s'il n'y avait jamais existé. Donc, ça me permet de me mettre dans une espèce de moment éphémère, tu sais, comme un moment transactionnel, hein, qui n'est pas encore j'ai fait quelque chose, c'est maintenant dans la base de données, c'est une espèce d'entre-deux. Si je fais un begin, OK, puis là, je décide de mettre des insertions, mettons. Les insérer. Puis là, j'ai décidé que c'est correct. Je peux faire un commit. Puis après le commit, c'est là que ces différentes opérations-là vont avoir eu lieu, que là, je vais pouvoir aller les voir, qui vont apparaître ici. Mais si, admettons, je fais un begin, le début de ça, je veux aller détruire toutes les villes qui sont de Montréal. Quand je regarde ici, je suis dans un autre, hein? Je suis dans une autre fenêtre. Ici, ça me dit que ça les a délités, là. Mais si je regarde ici, ils sont encore là. Pourquoi? Parce que je suis dans un mode transactionnel. L'information n'a pas encore été appliquée. Les changements n'ont pas encore été appliqués. C'est seulement une fois que je fais le commit. Là, il va avoir appliqué les changements. Puis là, quand je regarde, les villes de Montréal ont été supprimées. Donc, on a ce principe-là d'avoir un mode transactionnel, hein, qui me permet de dire je suis en train de faire plusieurs opérations, je ne suis pas 100% certain si je vais me rendre jusqu'au bout. Fait que donne-moi la chance de regarder ça, puis de dire à la fin de mon processus, OK, applique tous les changements que j'ai faits, ou sinon reviens avant que j'ai commencé à travailler.
on a aussi un principe de mode transactionnel avec un niveau d'isolation. Donc, la problématique, c'est que en ce moment, c'est pas une problématique que nous, on va avoir, là, mais dans la réalité de l'utilisation de bases de données, le principe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont travailler avec la même base de données en même temps. OK? Puis ça veut dire que ça se peut qu'il y ait plusieurs personnes, plusieurs outils, plusieurs processus qui travaillent sur les mêmes données en même temps. Puis ça peut causer des problèmes. Hein, parce que si je commence, puis là, je m'en vais lire une donnée, puis là, je suis en train de faire des calculs, puis là, je m'en vais mettre à jour cette donnée-là, ben si entre-temps, il y a un autre processus qui vient changer cette donnée-là, ben là, mon calcul, il marche plus, là, parce que c'est une nouvelle donnée qui est à l'intérieur, puis là, quand je vais venir faire le changement de l'autre bord, ça va venir écraser le changement qui a déjà été fait, puis ça va donner des problématiques majeures sur l'intégrité. Hein? Donc, on peut penser à la pire des situations. Je suis en train de faire des transactions bancaires. Hein? Fait que je suis en train de mettre de l'argent puis de sortir de l'argent d'un compte. Puis, ben là, quand je suis en train de faire un calcul, il y a de l'argent qui rentre, mais là, je n'ai pas pris en compte. Fait que là, quand j'ai fini mon calcul, j'écrase le montant que j'ai été déposé dans le compte. Donc, ce genre de problématique-là, c'est des problématiques où c'est qu'il faudrait que la valeur, les informations soient isolées pendant qu'on est en train de travailler avec. Et être capable de dire, ben, une fois que j'ai fini de travailler avec, là, d'autres mondes peuvent commencer à travailler avec aussi. La problématique, c'est que si on fait ça tout le temps, ben, ça devient très peu efficace parce qu'il faut attendre chacun son tour. Hein? C'est pas très parallélisable. Donc, ça fait en sorte que les différentes performances descendent. Fait que le principe, c'est que ça devient une option quand je travaille avec des transactions, quand je travaille avec des différentes commandes. Fait que le principe, c'est qu'il existe 4 types d'erreurs possibles qui sont quantifiées. Donc, il y a la possibilité de lire une donnée qui n'a pas été encore committée. Fait que, tu sais, je disais qu'il y a un begin, puis là, il y a un commit. Ben, s'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de travailler, puis là, toi, tu fais des choses, puis là, ça lit la patente, puis que tu n'as pas encore fait de commit, ça n'a pas d'allure, parce que ça se peut que tu fasses rollback, puis que ça redevienne comme avant, tu sais. Fait que de lire quelque chose qui est en train d'être dans une autre transaction, ça deviendrait extrêmement problématique. C'est une possibilité dans certaines bases de données, en fait, dans Postgres, la manière que ça a été construit, c'est même pas possible que ça arrive, cette opération-là. Ça peut arriver dans d'autres types de bases de données, mais dans Postgres, c'est pas possible. Donc, on a la possibilité que j'aille une lecture, puis là, moi, je fais des calculs, puis pendant que je fais des calculs, j'ai une autre transaction qui va modifier cette donnée-là. Fait que là, à la fin, le calcul n'a pas d'allure par rapport à c'est quoi la valeur qui est à l'intérieur de la case, la cellule, la donnée. Fait que ça ici, c'est ce qu'on appelle un non-repeatable read. Ça veut dire que tu as parti de quelque chose, puis ça a changé en plein milieu de ton parcours. On a le principe de phantom read. Là, ici, c'est le principe qu'on a fait une requête, on a fait une recherche, hein, un where de quelque chose. Puis, entre le temps que j'ai fini de travailler, tu sais, je fais le where, j'ai les valeurs, là, je commence à faire des calculs. Ben, par le temps que j'ai fini, le principe, c'est que quelqu'un est venu changer une de ces valeurs-là, puis ça se peut que la ligne n'existe plus, ça se peut que la ligne a été changée, mais le set de réponses n'est plus le même. Puis après ça, on a juste le principe de une anomalie de sérialisation quelconque. Donc, le principe de la sérialisation, c'est de mettre des choses en série, de mettre des choses une après l'autre. Hein. Donc, quand on met des choses une après l'autre, c'est là que ça devient très plus efficace, mais que c'est garanti, hein, l'ordre, une personne à la fois, okay, de manière sérielle. Fait que n'importe quel autre type d'anomalie qui dit que dès que tu as quelque chose de pas sériel, ça pourrait comme agencer quelque chose ou des choses comme ça, c'est des tout autre type de problématiques. Fait que là, le principe, c'est qu'on a 4 types d'erreurs. Fait que pour travailler, pour éviter ces erreurs-là,
on va avoir ce qu'on appelle des niveaux d'isolation. Fait que le principe, c'est que quand je fais mon begin, je peux faire begin avec un niveau d'isolation qui est un des suivants. OK? Donc, le principe, c'est je peux être read uncommitted, read committed, repeatable read ou serialisable. Puis là, si on regarde, plus on avance, moins c'est possible d'avoir des erreurs. Là, la question, c'est, OK, ben, Hugo, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout le temps ça sérialisable? T'sais, ça fait qu'il n'y a pas d'erreur possible. Ben, la problématique, c'est toujours un ballon, hein? C'est toujours un balancier. Donc, quand c'est sérialisable, le principe, c'est que les opérations vont bloquer toutes les autres opérations qui touchent à cette information-là. Ça fait en sorte que les performances, OK, descendent puis deviennent complètement atroces. Donc, c'est seulement à être utilisé dans des cas critiques, hein, où on n'a vraiment pas le choix d'utiliser cet élément-là. Si on s'en fout que ces erreurs-là arrivent, ou si c'est pas grave, ou si c'est improbable, on peut habituellement utiliser le read uncommitted, qui est l'élément par défaut, OK? Puis, bien vivre dans nos éléments. En fait, le read uncommitted, il n'est même pas possible dans Postgres, ça fait que nous autres, on a juste le read committed qui est comme notre niveau de base de problématique possible. C'est pas des choses qui vont nous arriver à nous dans ce cours-ci, là, parce qu'on fait juste comprendre les différentes possibilités, comprendre les différentes options, mais c'est important de commencer à avoir ce principe-là de transaction, ce principe-là d'être capable de revenir en arrière, que c'est un bloc, qu'on est capable de travailler avec ça quand on commence à travailler avec des requêtes plus complexes, quand vous allez avoir des fondements plus avancés que ça. Super! Fait qu'on va se prendre une autre petite pause. En revenant de la pause, on va aller... Fait que là, ici, ça fait le tour aussi des différentes... des différentes options, les différents sujets qu'on avait besoin pour compléter le devoir. Donc, avec le devoir, on vous demandait de rajouter différentes valeurs à l'intérieur de la table. Donc, vous allez pouvoir utiliser le insert pour être capable de faire ça. En revenant de la pause, on va aller regarder les nouveaux logiciels qu'on va devoir installer. On va regarder un peu où il faut se rendre avec l'installation de ces différents logiciels-là. Puis après ça, je vais prendre le restant de la période pour que vous puissiez avancer, compléter le devoir, prendre le temps aussi d'installer les logiciels. Les logiciels vont être utilisés seulement dans 2 semaines, donc vous avez en masse le temps de les installer puis de les configurer correctement. Fait qu'on va se prendre une autre petite pause. On va revenir à 15h05 pour parler des installations de SQL Server. Fait que pause, retour, 15h05. À tout de suite. Alright, on est de retour. Donc, on va regarder aujourd'hui les outils qu'on va utiliser pour la deuxième partie du cours. Donc, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on est capable de voir un diagramme, de créer ces différentes tables, d'être capable de créer ces différentes contraintes. Là, on vient tout juste de voir aujourd'hui comment insérer différentes données, comment être capable de supprimer ces données-là, comment être capable de modifier ces données-là. Mais on a travaillé depuis le début de l'étape avec la base de données Postgres, hein, qu'on a installée, qu'on a avec un client qui s'appelait pgadmin, nous permettait de regarder puis de faire des transactions puis des instructions SQL. Pour la deuxième partie du cours, on va switch it up, comme on dit en anglais, pour être capable d'avoir une vision de d'autres bases de données possibles. Puis celle qu'on va utiliser, ça va être SQL Server de Microsoft. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez devoir télécharger, installer cette base de données-là. Fait que aujourd'hui, le restant du cours va être utilisé pour
compléter puis travailler sur le devoir. Le but ici, c'est que vous réussissiez à terminer pour que demain, soit capable de faire la pratique de l'intra avec toutes vos connaissances puis votre pratique déjà en main. Si vous réussissez à terminer aujourd'hui d'avance, vous pouvez aller télécharger Microsoft SQL Server. Donc, les liens sont aussi disponibles sur le site de cours sur Leia. Donc, le principe ici, c'est on a la possibilité de le faire in the cloud. Ce n'est pas nous ce qu'on va utiliser. On va utiliser une version locale, un peu comme Postgres. Nous, on va utiliser SQL Server Express. Donc, la chose que nous, on veut télécharger, c'est SQL Server Express. C'est ça qu'on va aller utiliser. Fait que ça ici, ça l'installe, puis quand tu l'exécutes, ça va partir la base de données dans le background, comme on avait vu pour Postgres. Donc, le principe ici, c'est que ça ne va pas... Il n'y a pas de client direct qui vient avec. Donc, il va falloir aller chercher les différents clients qu'on va utiliser pour travailler avec cette base de données-là. On va en utiliser 2 dans le cours. Donc, il va avoir Azure Data Studio qui va être l'outil comme l'inverse, c'est le nouvel outil que Microsoft est en train de développer pour remplacer l'ancien outil qu'on va quand même utiliser pour l'instant, qui s'appelle SSMS, le SQL Server Management Studio. Donc, le principe, c'est qu'on va vouloir installer ces 2 logiciels-là. Donc, les 2 peuvent être avec les liens que je vous ai donnés. Vous pouvez aller sélectionner les installateurs puis être capable d'installer ces différents logiciels-là. Le but, c'est juste d'aller les télécharger. Il n'y a pas rien de spécial à gérer dans les installations. Tu cliques sur Next jusqu'à temps que tu te rendes à la fin des différentes possibilités. Puis avec ça, on va, rendu à la prochaine étape, prendre des bases de données déjà préfaites qui va nous permettre de regarder un set de données qui va nous être disponible. Si vous vous sentez d'attaque, parce que vous avez déjà terminé les inserts dans le temps qu'on avait fait la pause, vous avez les scripts d'importation qui sont déjà disponibles sur Leia. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à commencer à fouiner dans SSMS puis dans Azure Data Studio pour essayer de voir comment vous connecter, de comment avoir la base de données. Nous autres, on veut avoir une base de données qui s'appelle Bike Store. Fait qu'il va falloir comme créer cette base de données-là puis importer le schéma qui est défini dans ces fichiers SQL-là. Donc, vous pouvez commencer à essayer de voir les choses. Dans le pire des cas, nous autres, on va le voir après l'intra ensemble. Mais je sais qu'il y a du monde qui sont un petit peu plus d'avance, qui aiment ça aller fouiner dans des affaires, fait que je le donne immédiatement disponible. Donc, pour aujourd'hui, ça ferait le tour de notre période magistrale ensemble. Le restant de la journée va être pour compléter le devoir, en tout cas, en faire le plus possible. Ce qui nous attend dans les prochaines semaines, demain, on va faire ensemble une pratique pour l'examen intra. Fait que, au début de la période à 8 heures, moi, je vous fournis un examen typique, donc qui ressemble à ce qu'on va faire à l'examen intra. Je vous donne quelques heures pour le faire. Puis après ça, durant la dernière heure, on revient ensemble, puis on va corriger cet examen intra-là pour se préparer à l'examen intra, nous autres, qui est le 15 février ensemble. Donc, après ça, la semaine prochaine, on va faire un peu le même principe, c'est juste que cette fois-là, je ne vais pas corriger l'intra avec vous tout de suite après.
C'est moi qui vais le corriger, puis après ça, on le regardera ensemble par la suite. Puis en revenant, après ça, la semaine d'après, on va pouvoir commencer notre deuxième partie avec SQL Server, puis être capable d'avancer avec ça. Donc, Zachary demande, est-ce que c'est à livre ouvert? Donc oui, il n'y a pas de problématique avec utiliser les exemples qu'on a faits, les exercices que j'ai donnés, votre propre devoir. Le but, c'est juste que vous soyez capable de faire qu'est-ce qui est demandé dans le même environnement que quand vous allez être sur le marché du travail. Donc, on a une autre question. Est-ce que c'est souhaitable de créer un schéma pour le devoir? C'est pas nécessaire, mais vous pouvez. C'est à votre choix. Vous pouvez le laisser dans le schéma public. Sinon, vous pouvez créer votre propre schéma puis tout mettre dans ce schéma-là. Fait que comme d'habitude, après la période magistrale, moi je vais mettre fin à la séance de Zoom. Si vous avez besoin d'une aide quelconque, n'hésitez pas à me contacter sur Teams. On peut faire des appels, on peut juste envoyer des chats où le monde voit que je réponds quand même assez rapidement pendant le temps de la période, puis même après. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des snippets de code, des screenshots d'erreurs, des questions que vous vous posez pour qu'on puisse avancer puis être capable d'arriver à bon terme avec le devoir, la préparation, le cours, les requêtes SQL et toutes ces belles choses-là.